Quelque part en Asie du Sud-Est, là où le soleil perce d'épais nuages tropicaux et où la terre tremble à l'ombre des volcans encore actifs, se trouve un archipel aussi diversifié que mortel. L'Indonésie. Plus de 17 000 îles émergent de l'océan comme des fragments épars d'un continent oublié. Certains d'entre eux sont entourés d'eau cristalline où les récifs coralliens brillent comme des joyaux. D'autres sont recouverts de jungles si denses que même la lumière du soleil ne peut pas pénétrer complètement. Ce paradis, à la fois céleste et impitoyable, abrite l'une des plus grandes concentrations d'animaux sauvages de la planète. Mais ici, beauté n'est pas synonyme de paix. L'Indonésie est un royaume gouverné par des prédateurs. Un monde où chaque seconde peut faire la différence entre la vie et la mort. Un scénario où les règles ne sont pas dictées par la compassion, mais par la nécessité. Dans ce théâtre naturel, chaque créature a développé des stratégies uniques pour chasser, tendre des embuscades, fuir ou tuer. Des hauteurs aux profondeurs de l'océan, la lutte pour la survie ne s'arrête jamais. Dans les jungles de Sumatra, l'air est épais, plein d'humidité et de mystère. Les arbres s'élèvent comme des cathédrales vivantes, avec des vignes suspendues comme des rideaux anciens et des feuilles aussi grandes que des boucliers. Dans ce monde vert, chaque ombre cache une menace. Les singes gibbons poussent des cris aigus depuis la cime des arbres, non pas pour s'amuser mais pour avertir de la présence d'un chasseur se déplaçant furtivement dans les sous-bois. Le tigre de Sumatra. À des centaines de kilomètres à l'est, dans les plaines arides des petites îles de la Sonde, un autre prédateur rôde. Il n'a pas de longs crocs ni de rugissements intimidants, mais il possède quelque chose de plus mortel, la patience et le venin. C'est le dragon de Komodo, le plus grand lézard de la planète. Il erre parmi les buissons épineux et la terre desséchée, attendant le moment parfait pour frapper. Une bouchée suffit, le poison fera le reste. Dans les cieux, les règles changent. Survolant les îles Philippines, un chasseur majestueux déploie solennellement ses ailes. L'aigle, considéré comme l'un des oiseaux les plus puissants du monde, n'a besoin que de quelques secondes pour bondir sur un singe sans méfiance et l'attraper avec ses serres acérées. D'en haut, la mort arrive sans prévenir. Et sous l'eau, la terreur glisse avec élégance. Le requin de récif patrouille les bords du corail comme une sentinelle de chair et d'écailles. Tu n'as pas besoin de courir. Sa simple présence tient à distance les imprudents. Une ombre, un éclair d'argent, et le festin commence. Mais ce ne sont pas seulement les géants qui inspirent la peur. Même dans les plus petits recoins de ce vaste pays, les prédateurs miniatures affichent leur férocité sans réserve. Des mantes religieuses qui dévorent leurs partenaires après l'accouplement, des guêpes géantes qui paralysent leur proie d'une seule piqûre, des serpents arboricoles qui frappent les nids d'oiseaux comme la foudre. L'échelle est peut-être minuscule, mais la brutalité ne connaît pas de limite. Les écosystèmes indonésiens ont façonné ces chasseurs au cours de millions d'années. Des températures élevées, une humidité constante, des proies abondantes et une concurrence constante ont sculpté une faune extraordinairement adaptée. Ici, chaque prédateur a évolué pour occuper une niche spécifique. Rien n'est aléatoire. Chaque pas, chaque vol, chaque saut a été affûté par l'urgence de survivre. Dans les vastes vasières du nord de Bornéo, le crocodile marin repose partiellement submergé. Son corps se fond dans les bûches flottantes. Pas le moindre mouvement ne trahit sa présence. Mais lorsqu'un cerf sans méfiance s'approche pour boire, le silence est rompu par une explosion d'eau, de dents et de muscles. Il n'y a aucun avertissement. Il n'y a pas de seconde chance. Pendant ce temps, au plus profond des jungles indonésiennes, le dhole, également connu sous le nom de chien sauvage d'Asie, parcourt les sentiers couverts de feuilles avec sa meute. Il ne chasse pas seul. Ayez confiance dans le pouvoir de la coopération. Leur proie s'échappe rarement. Chaque membre a un rôle. L'un distrait, l'autre tend une embuscade, le reste achève.
À la faveur de la nuit, lorsque la jungle devient un concert de grillons, de grenouilles et de mystères, le python réticulé émerge de sa cachette. Son corps est aussi long qu'un bus, et sa force est suffisante pour étouffer un sanglier. Son attaque n'a aucun bruit, seulement la pression silencieuse d'une étreinte mortelle. Lorsque la proie cesse enfin de bouger, le festin commence. C'est un monde où la faiblesse n'est pas pardonnée, là où chaque espèce a appris à chasser ou à être chassée, là où le temps ne laisse aucun répit et où les erreurs sont payées de vie. L'Indonésie, avec son infinie biodiversité, n'est pas seulement un paradis exotique, c'est un champ de bataille naturel où chaque prédateur mène sa propre guerre silencieuse, invisible pour la plupart, mais cruciale pour l'équilibre de l'écosystème. Les îles, isolées depuis des millions d'années, ont donné naissance à des espèces uniques. Certains prédateurs, comme le tigre de Sumatra, n'existent nulle part ailleurs dans le monde. D'autres, comme l'orque et le requin, se sont adaptés aux particularités de l'environnement insulaire, chassant d'une manière que l'on ne peut voir qu'ici. Et bien d'autres restent encore inconnus de l'œil humain. Et pourtant cet équilibre est fragile. La déforestation, le trafic d'espèces sauvages et la pollution des rivières et des océans menacent la survie de ces prédateurs. Quand l'un d'entre eux disparaît, c'est tout le système qui tremble. Car dans cette danse délicate entre le chasseur et sa proie, chaque mouvement compte. Mais avant de nous plonger dans la tragédie qui se profile, il est temps de rendre hommage à ces créatures sauvages. Bienvenue dans l'Indonésie sauvage. Ici, où chaque recoin recèle un secret et où les prédateurs règnent sans pitié. Il est temps de découvrir leurs histoires. Le soleil tape sans relâche sur les îles de Komodo, Rinca et Flores. La végétation, bien qu'abondante, semble usée en raison du manque de pluie. Le terrain est aride, parsemé de buissons secs et de routes poussiéreuses. Dans ce paysage qui semble tiré d'une époque révolue, vit un être qui aurait bien pu côtoyer les dinosaures, le dragon de Komodo. Ce lézard colossal qui peut dépasser les 3 mètres de long et peser 70 kilos est le plus grand reptile de la planète. Sa simple présence impose le respect. Avec sa peau rugueuse et écailleuse, sa tête aplatie, ses yeux perçants et sa langue fourchue qui sort à un rythme dérangeant, le dragon n'a pas besoin de bouger pour être intimidant. Sa silhouette est celle d'un prédateur implacable, patient et dangereux. Il marche lentement, mais ce n'est pas par manque de force. Chaque pas est calculé, chaque mouvement mesure son environnement. À première vue, on pourrait penser qu'il est maladroit, que sa démarche lourde le rend inoffensif. Mais c'est là son plus grand piège. Sa véritable vitesse se révèle au moment exact de l'attaque. Les dragons de Komodo se reposent à l'ombre des arbres. Leurs corps à sang froid ont besoin de la chaleur du soleil pour s'activer. Mais une fois que leur température atteint le bon niveau, ils deviennent des chasseurs mortels. En silence, ils parcourent leur territoire, qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres, à la recherche de signes, des empreintes fraîches, l'odeur d'une proie blessée, ou encore la trace d'un autre dragon. Lorsqu'il trouve sa victime, il ne bondit pas immédiatement. Le dragon est un maître de la traque. Il se cache parmi les buissons et observe attentivement. Attendez le moment parfait. Sa proie peut être un cerf, un sanglier, un singe ou même un buffle d'eau. Il n'a pas beaucoup de préférence. S'il marche et respire, il est comestible. Puis, l'attaque se produit. Avec une vitesse qui défie sa taille, le dragon se lance vers sa cible. Sa mâchoire s'ouvre, révélant des rangées de dents acérées comme des rasoirs. La morsure, bien que pas toujours mortelle instantanément, est le début de la fin. Plus de 50 espèces de bactéries vivent dans votre bouche. Pendant longtemps, on a cru que ces derniers étaient la cause de la mort lente de leur proie, mais la science moderne a révélé un secret encore plus sinistre. Le poison. Dragon de Komodo possède des glandes à venin situées dans sa mâchoire inférieure. Ce venin ne paralyse pas comme celui d'un serpent, mais il réduit la pression artérielle de la victime, empêche la coagulation et provoque un choc progressif. L'animal blessé s'enfuit, mais chaque pas qu'il fait le rapproche de la mort. Le dragon n'est pas pressé. Il le suit de loin, avec la tranquillité de quelqu'un qui sait que la fin est inévitable. Au fil des heures, voire des jours,
Le barrage fragilisé s'effondre. C'est à ce moment-là que le dragon revient. Guidé par son odorat prodigieux, il peut détecter l'odeur de viande avariée à plus de 5 km de distance. Peu importe qu'il soit responsable de l'attaque ou qu'un autre dragon l'ait fait. L'important est que maintenant le banquet soit servi. En arrivant au cadavre, le dragon n'attend pas. Il déchire la chair avec ses dents, dévorant les muscles, les organes et même les os. Votre estomac est conçu pour digérer presque tout. Rien n'est gaspillé. Une fois terminé, il ne reste que quelques morceaux éparpillés dans la poussière. Et si un autre dragon arrive sur les lieux, les choses pourraient devenir encore plus folles. Bien qu'ils soient des animaux solitaires, la nourriture en attire beaucoup. Et lorsque plusieurs dragons se rassemblent autour d'une carcasse, le cannibalisme n'est pas rare. Le plus fort mange en premier. Le plus faible peut devenir la prochaine victime. Même les jeunes doivent prendre soin des adultes. À la naissance, les petits dragons de Komodo, qui ne mesurent pas plus de 40 cm de long, grimpent rapidement aux arbres pour éviter d'être mangés. Ils y passent leurs premières années de vie, se nourrissant d'insectes, de lézards et de petits mammifères. Ce n'est que lorsqu'ils atteignent une taille respectable qu'ils descendent au sol, sachant qu'ils ne sont plus des proies, mais des chasseurs. Malgré sa férocité, le dragon de Komodo est également confronté à des menaces. La perte d'habitat, les incendies de forêt et le contact humain ont réduit leur population. Aujourd'hui, on estime qu'il reste moins de 6000 spécimens dans la nature. Bien qu'ils aient été déclarés espèces vulnérables, leur survie dépend de la protection active de leur territoire. Le parc national de Komodo, les efforts de conservation ont contribué à assurer la sécurité de ces géants. Les gardes forestiers surveillent leurs déplacements, contrôlent le tourisme et éduquent les communautés locales. Mais même ici, l'équilibre est délicat. Le dragon, bien qu'étant un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, est limité par la disponibilité de la nourriture. En période de pénurie, les conflits entre individus s'intensifient, la concurrence devient féroce. Et quand il n'y a pas de cerfs, de sangliers ou de buffles, même les touristes doivent être prudents. Ce n'est pas un mythe. Il y a eu des attaques contre des humains. Non pas parce que le dragon voit l'homme comme sa proie habituelle, mais parce que, comme tout prédateur, il sait profiter de toute opportunité. Pourtant, voir un dragon de Komodo dans son habitat naturel est une expérience à couper le souffle. Non seulement en raison de sa taille ou de sa force, mais aussi en raison de ce qu'il représente. Un vestige d'une époque oubliée. Un chasseur qui a survécu à tout, des périodes glaciaires à l'expansion humaine. Un animal qui n'a pas besoin de courir pour gagner. Il n'est pas nécessaire que cela rugisse pour susciter la peur. Leur simple présence nous rappelle que la nature, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut créer de véritables monstres. L'île redevient silencieuse après son passage. La poussière soulevée lors du déplacement se dépose sur le sol. Le soleil continue sa course et les ombres s'allongent. Le dragon se couche sous un arbre, satisfait, l'estomac plein, sa langue goûtant encore le sang. Pour l'instant, le chasseur se repose. Mais son règne continue. À Komodo, il n'y a pas de roi plus craint que lui. Et tandis que la nuit tombe et que d'autres animaux cherchent un abri, les sons de la faune s'estompent un à un. Il ne reste que le murmure du vent, le bruissement de la végétation sèche et, au loin, le pas traînant d'un corps écailleux qui, affamé ou non, ne cesse de regarder. Parce qu'en Indonésie, la jungle ne dort jamais, et les prédateurs non plus. De l'autre côté, l'île de Sumatra se réveille enveloppée d'un épais brouillard. Le ciel parvient à peine à filtrer à travers la haute canopée feuillue de la forêt tropicale, où les arbres s'accrochent au sol avec des racines colossales, comme s'ils ne voulaient pas être arrachés d'un monde qui respire l'humidité et le mystère. Le bruit constant de la pluie glisse sur les fougères géantes, les troncs couverts de mousse et les mangroves qui entourent tout. Ici, sous la protection du fourré, se meut un être presque invisible. Il n'y a pas de rugissement ni d'avertissement. Juste un léger murmure parmi les feuilles, un regard qui glisse à travers les clairières de la forêt comme un fantôme. C'est le tigre de Sumatra, le plus petit, le plus insaisissable,
et le plus furtif de tous les tigres qui existent sur la surface de la Terre. Son corps, bien que plus compact que celui de ses parents d'Inde ou de Sibérie, est parfaitement adapté à cet environnement. La musculature est dense et puissante, sa fourrure d'un orange plus foncé, parsemée de rayures noires qui se fondent dans le jeu d'ombre et de lumière projetées par les branches au sol. Tout en lui a été sculpté par la jungle. La forme de ses pattes, idéale pour le terrain boueux. Sa longue queue, qui lui donne de l'équilibre parmi les arbres. Leur moustache, qui détecte tout mouvement dans l'obscurité la plus profonde. Chassez seul. Il n'a pas besoin de compagnie. Faites confiance au silence comme votre meilleur allié. Chaque pas que vous faites est réfléchi. Ses patins s'adaptent à la boue sans laisser de traces. Leurs griffes, repliées, attendent le bon moment. Il se déplace parmi les bambous comme s'il en faisait partie. La jungle, qui dévorerait n'importe qui d'autre, semble s'ouvrir devant lui. Le tigre se nourrit de tout ce qui bouge. Cerfs sans barre, sangliers, oiseaux et même petits reptiles. Mais leur cible préférée est les grosses proies. Celui qui défie sa force. Celui qui exige votre patience. Il rôde pendant des heures, caché, respirant à peine, attendant que sa victime fasse une erreur. Lorsque cette erreur survient, il n'y a aucun avertissement. D'un seul saut, il peut parcourir jusqu'à 10 mètres. Son rugissement, s'il choisit d'en émettre un, est le dernier son que sa proie entendra jamais. Avec ses crocs, il mord la nuque, brisant la moelle épinière. Dans d'autres cas, il choisit la gorge, étouffant lentement sa victime par une morsure longue et soutenue jusqu'à ce que le corps cède et que la forêt redevienne silencieuse. Toutes les attaques ne réussissent pas. Mais le tigre ne désespère pas. Il sait attendre. Il peut parcourir des kilomètres chaque nuit à la recherche de nourriture. Si vous ne le trouvez pas, vite. Il ne se plaint pas. La jungle nous a appris que seuls les malades survivent. Lorsqu'il attrape enfin sa proie, il la traîne dans un endroit caché. Ne pas manger à l'extérieur. Pas de frime. Il se cache pour le dévorer seul, parmi des racines emmêlées ou à l'intérieur d'une grotte humide. Il consomme d'abord les organes internes riches en nutriments, puis les muscles. Si la faim le pousse, il brise les os et mâche la moelle. Chaque bouchée a son moment. De temps en temps, un autre tigre rôde à proximité. La réunion n'est pas la bienvenue. Sauf pendant la saison des amours, ces félins ne tolèrent pas la compagnie. Un regard fixe, un grognement profond. Et si cela ne suffit pas, une bataille courte mais violente. Les griffes se croisent, les crocs s'entrechoquent. L'un cède. L'autre réaffirme sa domination. La femelle, en revanche, a une relation plus complexe avec son environnement. Elle est mère, chasseuse et protectrice. Lorsqu'elle donne naissance, elle a généralement entre 2 et 4 chiots, qui naissent aveugles et vulnérables. Durant les premiers mois, il ne les quitte pas. Il les déplace s'il perçoit un danger, les nourrit, les éduque. Il enseigne la chasse non pas avec des mots, mais avec l'exemple. Il leur montre comment traquer, comment attendre, comment tuer. Le taux de survie est faible. De nombreux enfants meurent avant d'atteindre l'âge de 2 ans. Certains sont victimes de maladies, d'autres tombent entre les mains des humains ou ne parviennent tout simplement pas à apprendre suffisamment pour survivre par eux-mêmes. Mais ceux qui réussissent deviennent de nouveaux fantômes de la jungle. Malgré sa dominance, le tigre n'est pas invulnérable. Pendant des siècles, il a été vénéré par les communautés locales. Dans la tradition de nombreux peuples indonésiens, le tigre représente l'équilibre entre les mondes visibles et invisibles. Mais cette vision sacrée a disparu. Aujourd'hui, le principal ennemi du tigre n'a ni griffes ni crocs. Il a des tronçonneuses. La déforestation à Sumatra continue sans relâche. Chaque année, des milliers d'hectares de forêts tropicales disparaissent, remplacés par des plantations de palmiers à huile, des routes ou des zones agricoles. À chaque arbre qui tombe, le tigre perd une cachette, une source de nourriture, un chemin de chasse. Et pire encore, il se rapproche de plus en plus des zones habitées par les humains. Les rencontres entre les tigres et les villageois sont devenues plus fréquentes. Certains finissent en tragédie, d'autres dans des courses-poursuites, des pièges et des fusillades. Les tigres survivants sont déplacés ou confinés. Ceux qui ne le font pas deviennent des peaux pendantes, des trophées d'un conflit ancien que les humains ne cherchent plus à éviter. Pourtant, il y a ceux qui se battent pour leur survie.
Rangers, biologistes, bénévoles. Ils suivent leurs traces, installent des caméras, étudient leurs habitudes. Ils tentent de comprendre ce qui reste de leur monde pour sauver le peu qui respire encore. Certaines zones protégées ont réussi à maintenir des populations stables, mais le chemin est incertain. Au cœur de Sumatra, là où la végétation forme un mur de jade, il y a encore des tigres qui marchent sans être vus. Son pas est silencieux, son regard, ancien. Ils sont les derniers gardiens d'une jungle qui refuse de mourir. L'air sent la terre humide. Une brise à peine perceptible fait bouger les feuilles. Au loin, un cerf s'arrête, alerte. Il ne voit rien, il n'entend rien. Mais il sait que quelque chose le surveille. Quelque part dans l'ombre, le tigre a déjà choisi. Il n'y a pas d'urgence. La nuit est jeune. La jungle est vivante. Et lui aussi. Plus tôt, l'aube effleure à peine la cime des arbres dans les forêts tropicales de Mindanao. L'humidité forme une brume dense qui se glisse comme un murmure entre les branches, recouvrant le sol d'un brouillard qui semble cacher un secret ancien. Le murmure des insectes se mêle au chant lointain des oiseaux, et tout semble plongé dans un calme profond, rompu seulement par le craquement occasionnel d'une branche se brisant sous le poids de la faune. D'en haut, là où le feuillage laisse à peine filtrer la lumière, une paire d'yeux pénétrants observe. Ce n'est pas un simple oiseau, c'est un chasseur, l'un des plus meurtriers et majestueux que l'évolution ait produit. Dans son regard, il n'y a aucun doute, aucune peur, seulement du calcul et de la certitude. Là, perché sur une haute branche solitaire, se trouve la créature qui règne sur le ciel de cet archipel, l'aigle. Avec ses yeux ambrés perçants, son puissant bec crochu et son plumage distinctif surmonté d'une touffe de longues plumes, ce prédateur aérien impose le respect sans même bouger. Il peut atteindre plus d'1 mètre de longueur de la tête à l'extrémité de la queue et ses ailes déployées s'étendent jusqu'à 2,5 mètres. Mais au-delà de sa taille, ce qui fait de cette créature une légende vivante, ce sont ses prouesses mortelles. Leur méthode de chasse est aussi silencieuse qu'efficace. De son point de vue élevé, l'aigle examine la forêt sans manquer un détail. Vous n'avez pas besoin de bouger pour savoir ce qui se passe à des centaines de mètres. Chaque vibration dans l'air, chaque bruissement dans les feuilles est interprété par son instinct aiguisé. Et quand elle identifie sa proie, la mort descend silencieusement. Il chasse généralement des singes, des petits cerfs, des reptiles et des oiseaux. Mais il n'attaque pas au hasard. Attendez, analysez. Et puis il se lance dans un plongeon vertical qui pourrait distancer un éclair. Ses griffes, plus grandes qu'une main humaine, se referment comme un piège en acier sur le corps de sa victime. L'impact est mortel. Les griffes transpercent les muscles, les organes et les os. Il n'y a pas de temps pour crier. Il n'y a aucune possibilité d'échapper. Après la capture, l'aigle s'élève avec sa proie suspendue entre ses serres, comme si la gravité n'avait aucun effet sur lui. Puis, il retourne à son nid, qui n'est rien d'autre qu'une forteresse de branches, de feuilles et d'os située en hauteur dans les plus vieux arbres de la forêt. Là, elle nourrit ses petits, parfois seule, parfois en compagnie de son partenaire. Le lien entre les deux parents est fort et durable. Ensemble, ils défendent leur territoire, chassent et élèvent leurs poussins. Le nid est un temple sacré. Tous les arbres ne sont pas dignes de l'accueillir. Il doit être grand, robuste, protégé du vent et des regards indiscrets. Le couple peut réutiliser le même site pendant des années, le réparer, le renforcer, l'agrandir. Chaque cycle de reproduction est un investissement à long terme. Ainsi, toute menace pour leur arbre est une menace directe pour leur lignée. Et les menaces ne manquent pas. Pendant des siècles, l'aigle était intouchable. Vénéré par les tribus locales, protégé par l'inaccessibilité de son territoire, il semblait destiné à survivre à tout. Mais les progrès se sont produits sans demander la permission. Les foreuses ont remplacé les oiseaux. Les routes traversent la jungle. Et avec eux, les armes sont arrivées. Aujourd'hui, les forêts primaires qui couvraient autrefois Mindanao ne sont plus que des fragments. Chaque fois qu'un arbre géant tombe, non seulement une plante meurt, mais un habitat potentiel pour cet oiseau disparaît. L'exploitation forestière illégale, l'expansion agricole et la chasse indiscriminée ont conduit ce magnifique prédateur au bord de l'extinction.
D'une population autrefois répartie sur plusieurs îles, il ne reste aujourd'hui que quelques centaines d'individus à l'état sauvage. Et pourtant, ils survivent, en partie grâce à leur ténacité naturelle, mais aussi grâce aux efforts des groupes locaux qui ont consacré leur vie à préserver son existence. Les organisations et les centres de conservation se battent pour maintenir en vie les forêts dont l'aigle a besoin. Certains élèvent même des spécimens en captivité dans l'espoir de les relâcher dans la nature. Mais rien ne remplace la forêt. Et sans elle, le vol de cet oiseau pourrait disparaître à jamais. Malgré sa grandeur, l'aigle n'est pas arrogant. Elle est prudente. Il sait quand chasser et quand attendre. Il sait quand voler et quand se cacher. Dans un écosystème où chaque jour est une épreuve, votre intelligence est votre plus grand atout. Cela peut être adapté. Il peut changer de proie. Vous pouvez vous déplacer si la forêt le permet. Mais elle ne peut pas lutter seule contre le feu, contre les tronçonneuses, contre les balles. Dans ce combat, vous avez besoin d'alliés. Mais lorsqu'il déploie ses ailes et s'envole dans les cieux, le monde s'arrête un instant. Il n'y a pas d'animal dans la forêt qui ne connaisse sa silhouette. Il n'y a pas de créature qui n'ait ressenti la peur ancestrale que son ombre éveille. Même les humains, aussi arrogants soient-ils, ne peuvent s'empêcher de se sentir minuscules en sa présence. La regarder chasser, c'est comme observer la nature elle-même dans ce qu'elle a de plus beau. Précise, mortelle, belle. C'est un rappel que la vie n'est pas un droit mais un accomplissement quotidien. Cette survie n'est pas héritée, elle est le fruit d'une lutte. Et que même dans un monde de plus en plus domestiqué, il existe encore des êtres qui s'accrochent à l'essence sauvage de la terre. Tout en haut d'une branche, la monnaie reste immobile. Le vent agite doucement leurs plumes. Son regard ne cligne pas. Ci-dessous, un singe se déplace à travers les arbres, inconscient de sa destination. L'aigle s'élève, glisse silencieusement et, en moins d'un souffle, disparaît dans la brume. La jungle devient silencieuse, seules les feuilles continuent de tomber. Mais si nous entrons dans l'eau, nous pouvons remarquer qu'elle reste immobile comme une feuille de mercure. À première vue, la rivière paraît paisible, presque inoffensive. Le reflet des arbres est dessiné avec précision sur la surface, à peine interrompu par les ondulations formées par une feuille tombée ou le saut occasionnel d'un poisson. Cependant, sous ce miroir parfait, quelque chose se cache. Quelque chose qui ne fait pas de bruit, qui ne laisse pas de bulles, qui a perfectionné l'art de la furtivité depuis plus longtemps que l'humanité ne s'en souvient. Juste en dessous, parmi les roseaux et les rondins immergés, les yeux immobiles du crocodile marin observent. Son corps, presque entièrement caché, se fond dans les couleurs de l'environnement. Seul le regard se détache, fixe, attentif, patient. Tu n'as pas besoin de bouger. Vous n'avez pas besoin de montrer de force. Parce que leur menace est silencieuse et qu'au moment où elle agit, il est déjà trop tard. Il peut atteindre plus de 6 mètres de long et peser 1000 kilos, ce qui en fait le plus grand reptile de la planète. Leur peau est une armure d'écailles durcie par des générations d'évolution. Sa mâchoire, une arme biologique capable d'exercer une pression supérieure à celle de tout autre prédateur connu. Et le plus redouté de tous, son intelligence. Parce qu'il n'agit pas par impulsion. Étudier, attendre, s'adapter. Les mangroves de l'Asie du Sud-Est sont sa cathédrale. Eau trouble, racines entrelacées, ombre qui cache plus qu'elle ne révèle. Dans ce sanctuaire d'humidité et de sel, le crocodile a appris à survivre même aux changements les plus extrêmes. Il peut se déplacer avec la même facilité dans l'eau douce, salée ou saumâtre. Vous pouvez passer des semaines sans manger, réduisant ainsi votre métabolisme au minimum. Il peut rester sous l'eau pendant plus d'1 heure sans remonter à la surface pour respirer. Et lorsqu'il décide d'émerger, il le fait comme un ancien fantôme revendiquant ce qui lui appartient. Leur régime alimentaire est aussi varié que leur environnement. Poissons, oiseaux, crabes, singes, buffles, sangliers et même de jeunes requins si l'occasion le permet. Mais la méthode est toujours la même, l'embuscade. Il n'y a pas de persécution, il n'y a aucune usure. Le crocodile ne court pas, ne crie pas, ne dépense pas d'énergie inutile. Il reste immobile pendant des heures, voire des jours, jusqu'à ce que sa proie devienne complaisante. Un cerf s'approche pour boire sur le rivage. Baissez la tête, l'eau est calme, tout semble sûr. Puis, en une fraction de seconde, la rivière entre en éruption. Un corps monstrueux surgit violemment. La mâchoire se ferme comme une pince en acier.
Le cerf n'a même pas le temps d'émettre un son avant d'être entraîné sous l'eau. Là commence le véritable spectacle de la mort. Le crocodile tourne sur lui-même avec une force surhumaine, selon une technique connue sous le nom de roulement de la mort. Ce mouvement brutal déchire la chair, brise les os et désoriente la proie. Le but n'est pas simplement de tuer, mais de le faire rapidement, sans résistance. Une fois le corps atteint le fond, le reptile le transporte vers un endroit sûr, souvent parmi des racines submergées ou des grottes inondées, où il le laissera se reposer s'il n'a pas encore faim. La viande se ramollit en se décomposant, ce qui la rend plus facile à digérer plus tard. Il mange rarement tout d'un coup. Le crocodile est stratégique. Il se nourrit par portions, laissant des restes flottants dans l'eau, ce qui attire les charognards et autres proies secondaires. Ainsi, une mort sert à plusieurs fins. Quand il ne chasse pas, il passe son temps au soleil. Son corps a besoin de chaleur pour devenir actif, et il peut passer des heures allongé sur des bancs de sable, apparemment endormi. Mais il suffit d'un faux pas dans son rayon d'action pour que le chasseur se réveille. Il a développé une sensibilité étonnante aux vibrations de l'eau. Le moindre changement de pression est perçu par des capteurs répartis le long de son museau, lui permettant de détecter sa proie sans même la voir. Malgré son apparence préhistorique, ce n'est pas une bête primitive. Son cerveau, bien que de petite taille, lui permet de prendre des décisions complexes. Il sait quand attaquer et quand reculer, reconnaît les modèles comportementaux de ses proies. On l'a même observé en train d'utiliser des outils rudimentaires comme des branches flottantes pour attirer les oiseaux aquatiques pendant la saison de nidification. Mais cette intelligence lui a aussi apporté des conflits. Depuis des siècles, les humains partagent son territoire avec lui, parfois sans même le savoir. De nombreux pêcheurs, baigneurs et agriculteurs locaux ont été pris au dépourvu par des attaques inattendues, toujours rapides comme l'éclair, toujours sans avertissement. Certaines communautés le vénèrent comme un esprit gardien des rivières, d'autres le craignent comme une malédiction vivante. La vérité est qu'aucune rencontre avec lui n'est anodine. Dans certaines régions, les attaques contre les humains ont conduit à des campagnes de chasse qui ont presque anéanti les populations locales de crocodiles. Mais comme tout grand prédateur, sa disparition a eu un prix. Avec leur départ, le nombre de proies a augmenté de manière incontrôlable, modifiant tout l'écosystème. L'équilibre a été rompu et la nature s'en est rendue compte. Aujourd'hui, des efforts sont déployés pour préserver ce titan. Dans les zones protégées, comme les parcs nationaux indonésiens, leurs déplacements sont surveillés à l'aide de colliers GPS, leurs habitudes sont étudiées et une coexistence moins violente avec les communautés voisines est recherchée. Cependant, la peur persiste, et non sans raison. Un crocodile adulte peut vivre plus de 60 ans, peut se souvenir des itinéraires, des proies, des embuscades passées. Il peut apprendre à éviter les pièges, à reconnaître les sons humains et à modifier son comportement en fonction de son environnement. Ce n'est pas seulement une créature instinctive, c'est un stratège des eaux sombres, un fantôme qui a silencieusement évolué pour devenir l'assassin parfait. Et lorsque la nuit tombe sur les estuaires, lorsque le monde terrestre s'efface et que les bruits de l'eau prennent le devant de la scène, sa silhouette émerge comme une partie du paysage. Pas de précipitation, pas d'effort, juste la certitude que la rivière lui appartient. Sous la lune, tout reprend son cours, les lucioles illuminent les branches, les chauves-souris volent dans le ciel, les singes dorment parmi les feuilles, confiants dans la hauteur. Mais en bas, là où la boue se mélange à l'eau salée et où règne le silence, le crocodile attend. Parce qu'en Indonésie, même l'eau recèle des secrets. Et certains d'entre eux ont des dents. Alors que nous rentrons dans la jungle, sa forte humidité respire avec un rythme lent. Les hautes branches s'entrelacent comme des doigts géants, formant un toit naturel qui laisse à peine passer la lumière. Le sol est recouvert d'un tapis de feuilles fanées, de racines noueuses et de vestiges de vies antérieures. Dans ce monde humide et dense, chaque son raconte une histoire, chaque craquement contient une intention. Au loin, un hurlement sec brise le silence. Il ne s'agit pas d'une complainte solitaire, mais de l'annonce d'une chasse imminente. Des ombres rougeâtres se glissent à travers l'épaisse végétation. Yeux brillants, museaux humides, corps musclés et agiles. Ce sont les dholes, également connus sous le nom de chiens sauvages asiatiques. Ce ne sont ni des loups, ni des chiens domestiques, ni des chacals. Ils sont une classe à part.
chasseurs sociaux, intelligents et rapides. Et dans les forêts d'Asie du Sud-Est, peu de gens peuvent égaler leur efficacité. Un raton laveur solitaire ne représente pas un grand danger. Mais aucun d'entre eux ne chasse seul. Ils le font toujours en groupe, comme un orchestre bien réglé jouant une symphonie mortelle. Le troupeau, composé d'une douzaine d'individus ou plus, agit comme une unité. Chacun connaît son rôle. Il n'y a pas de leader visible, pas de cris ni d'ordre. Juste des mouvements coordonnés, des regards qui suffisent, des nez synchronisés. Contrairement à d'autres canidés qui comptent sur la taille ou la force brute, le dhole compte sur la stratégie. Sa technique est basée sur l'épuisement. Ils traquent leur proie sur des kilomètres, sans jamais la laisser se reposer. Ils se relaient pour se relayer. Tandis que certains la poussent sur les côtés, d'autres l'attendent devant. Si la victime se cache, ils l'entourent. Si elle s'enfuit, ils la suivent sans relâche. Tôt ou tard, le corps cède. Sa proie la plus commune est le cerf sans barre, un herbivore agile, mais limité en endurance. Au milieu d'une poursuite, les dholes n'émettent aucun bruit. Ils courent la bouche fermée, les yeux fixes, les muscles tendus. Si l'un tombe, un autre le remplace. Ils sont tenaces, infatigables, calculateurs. Et quand le cerf tombe enfin, il n'y a aucune hésitation. Ils se jettent ensemble, déchirant la chair, satisfaisant leur faim avec une précision chirurgicale. Mais tout n'est pas sans. La meute a sa propre dynamique sociale. Entre eux, il y a de l'affection, des jeux, de la loyauté. Ils se saluent en se frottant le corps et en se léchant le museau. Ils prennent soin de leurs jeunes en tant que communauté et pas seulement en tant que parents. Quand quelqu'un est blessé, les autres le protègent. Et si un ourson est orphelin, la meute s'en occupe. Leur communication est riche et variée. Ils utilisent des hurlements, des cris aigus, des aboiements doux et des grognements profonds. Chaque son a un but. Alerter d'une menace, coordonner une chasse, appeler les chiots ou simplement réaffirmer le lien. Contrairement à d'autres carnivores qui préfèrent l'isolement, les dholes prospèrent grâce à la convivialité. Son apparence est trompeuse. Sa taille est plus petite que celle d'un loup moyen, avec de longues pattes, un corps mince et des oreilles arrondies. Leur fourrure rougeâtre leur donne un air inoffensif, presque amical. Mais sous cette apparence se cache une machine parfaitement conçue pour la survie. Leurs mâchoires, bien que plus courtes que celles des autres canidés, sont incroyablement puissantes. Leurs crocs sont recourbés vers l'arrière, idéaux pour saisir la chair glissante. Leur odorat leur permet de détecter des proies à plusieurs kilomètres de distance et leur endurance en fait de véritables marathoniens forestiers. Lorsqu'ils ne chassent pas, ils passent du temps à se reposer et à explorer. Ils se couchent parmi les racines, se toilettent les uns les autres ou s'allongent simplement au soleil s'ils parviennent à trouver une clairière dans le fourré. Les chiots jouent, grignotent des branches et répètent des embuscades simulées. Ils apprennent en imitant les adultes, en observant chaque mouvement, chaque réaction. Il n'y a pas d'école plus efficace que la vie elle-même. Mais son existence n'est pas sans danger. La compétition avec d'autres prédateurs est constante. Dans les mêmes territoires où chassent les dholes, on trouve également des tigres, des léopards, des pythons et des crocodiles. Lors d'une rencontre directe, ils sortent rarement vainqueurs. C'est pourquoi ils préfèrent les éviter. Leur stratégie est d'éviter, et non d'affronter. Mais si l'un des leurs est attaqué, la meute peut devenir une armée prête à tout. Au-delà de la compétition naturelle, le véritable ennemi est l'être humain. La fragmentation de leur habitat a considérablement réduit leurs itinéraires de chasse. Les routes leur coupent le chemin. Les villages s'étendent sur d'anciens couloirs sauvages. Le bétail remplace les cerfs et lorsque les dholes s'approchent des villages, ils sont traqués comme des nuisibles. Dans de nombreuses régions, leur nombre a diminué de manière alarmante. La chasse, le piégeage et l'empoisonnement par les agriculteurs ont décimé des populations entières. Contrairement à d'autres espèces qui parviennent à s'adapter partiellement à l'environnement humain, le dhole a besoin d'espace. A besoin de liberté pour se déplacer, chasser, se reproduire. Et chaque hectare de forêt perdue est une sentence silencieuse pour le troupeau. Il existe cependant encore des régions où ils survivent fortement. Dans les parcs nationaux les plus reculés, où la jungle règne encore, les dholes continuent de chasser comme ils le font depuis des millénaires. Là, parmi les arbres centenaires et les rivières cachées, leurs hurlements résonnent au loin, comme un écho ancestral qui refuse de disparaître. Leur rôle dans l'écosystème est crucial.
Ils contrôlent les populations d'herbivores et maintiennent l'équilibre naturel. Là où les dholes disparaissent, les cerfs se multiplient sans contrôle, détruisant la végétation et affectant le reste de la faune. Ils ne sont pas seulement des chasseurs, ils sont des régulateurs, des gardiens silencieux d'un ordre que peu de gens comprennent. Alors que le soleil commence à descendre sur la canopée de la forêt, le troupeau se lève. Un à un, les corps rougeâtres s'assoient, s'étirent et se sentent les uns les autres. Un nouveau voyage commence. Peut-être qu'ils ne trouveront pas de proie ce soir, peut-être qu'ils le feront. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils soient ensemble, qu'ils bougent toujours, que la forêt leur appartienne toujours. Et ainsi, sans un bruit, ils disparaissent dans les sous-bois. Leurs empreintes restent marquées dans la boue pendant quelques minutes, jusqu'à ce que la pluie emporte tout. Mais sa présence persiste, invisible, mais toujours proche. Chasseurs sans visage, marcheurs du vert profond. En Indonésie, où la jungle recèle encore des secrets, la douane reste l'une des plus meurtrières. Plus tard, la nuit tombe comme un rideau humide sur la jungle. Il n'y a pas de lune visible, seulement un ciel couvert de nuages denses qui obscurcissent encore plus le fourré. Au loin, les grenouilles commencent leur concert. Les grillons se joignent à eux avec des rythmes irréguliers et quelques oiseaux nocturnes émettent un bref cri avant de retourner au silence. Tout semble calme, mais c'est seulement maintenant, lorsque l'obscurité règne, que le véritable chasseur s'éveille. Glissant sans bruit à travers les feuilles mouillées, une longue silhouette musclée se déplace avec une précision millimétrique. Il n'y a pas de pattes, pas de griffes, pas d'ailes. Juste des muscles, des écailles, des yeux fixes et une langue qui entre et sort comme un capteur hypersensible. Le python réticulé est sorti de sa cachette. Son corps peut dépasser 7 mètres de longueur. Il est mince en proportion, mais n'en est pas moins puissant pour autant. Chaque anneau de votre anatomie est conçu pour exercer une force. Ne pas couper, ne pas déchirer, mais presser, étouffer, envelopper sa proie dans une étreinte dont elle ne peut s'échapper. Il n'y a pas de poison, il n'en a pas besoin. Sa puissance réside dans la patience. Il se cache pendant des heures, immobile, parmi les racines, les feuilles tombées ou les branches basses. Sa peau, ornée d'un motif géométrique aux couleurs marron, vert et or, se fond parfaitement avec le sol. Vous pouvez attendre toute la nuit si nécessaire, parce qu'elle ne court pas après. Elle tend une embuscade, un rapace. Le python ne bouge pas, puis un oiseau terrestre s'aventure parmi les branches tombées. Le serpent la regarde, mais reste immobile. Il est patient, il attend quelque chose de plus grand. Sa véritable cible est un sanglier, ou peut-être un chien sauvage, même si l'occasion se présente, un singe sans méfiance, ou un jeune cerf. Le python n'est pas pressé, car il sait que le moment viendra. Quand cela arrive, il n'y a aucun avertissement. L'attaque est un coup de fouet de chair et de muscles. Le python se lance en ligne droite, guidé par sa langue fourchue, qui capte les particules dans l'air et lui permet de sentir à distance. Leur mâchoire s'ouvre, non pas pour mordre, mais pour saisir. Au même instant, le reste du corps s'enroule autour de la proie. Il n'y a aucun bruit, juste le léger craquement des côtes qui cèdent sous la pression. À chaque expiration de la victime, le serpent serre un peu plus fort. Il ne le fait pas par rage, mais avec la logique exacte d'un prédateur perfectionné par l'évolution. Il ne cherche pas à détruire, il suffit d'éteindre la vie lentement, sans gaspillage, sans erreur. En quelques minutes, le corps cesse de bouger. Ensuite, la phase suivante commence. Le python déboîte sa mâchoire, qui n'est pas rigidement jointe comme celle des autres animaux. Sa bouche peut s'ouvrir plus largement que vous ne pouvez l'imaginer. Il commence à avaler progressivement sa proie, la faisant glisser à l'intérieur sans avoir à la mâcher. Sa salive lubrifie chaque centimètre du processus. Cela prend des heures, parfois plus d'une journée, mais cela ne s'arrête pas. L'animal entier y entre, un entier, jusqu'à l'os. Puis le python disparaît. Trouvez un endroit chaud et sûr pour vous reposer pendant des jours, voire des semaines. Sa digestion est lente mais efficace. Ses enzymes décomposent tout, la viande, la peau, les organes. Seuls quelques restes indigestes seront expulsés ultérieurement. Pendant ce temps, votre corps bougera à peine. Le banquet est terminé. L'attente recommence. Bien qu'il évite généralement tout contact avec les humains, les rencontres ne sont pas rares. L'expansion des villes et des fermes a amené les pythons dans les zones urbanisées. Parfois, on les trouve dans des granges, sous des maisons rurales et même à l'intérieur de poulaillers. Certains se nourrissent de petits bétails, ce qui génère des conflits avec les communautés locales.
Dans des cas extrêmes, des attaques contre des personnes ont été signalées. Bien que rares, elles sont possibles. Un python suffisamment grand peut s'enrouler autour d'un humain aussi efficacement qu'il le ferait autour d'un sanglier. La réaction à ces rencontres est prévisible. Peur, persécution, représailles. Beaucoup sont capturés et vendus. D'autres, tout simplement éliminés. Son cuir brillant et durable est très apprécié sur le marché de la mode. Mais ce qui est perdu dans chaque mort est plus qu'un serpent. C'est un élément clé de l'écosystème. Le python régule les populations de rongeurs, aide à contrôler les parasites et maintient l'équilibre dans le cycle naturel des proies et des prédateurs. Son existence est discrète mais vitale. Sans elle, la forêt change. Les barrages se multiplient, les récoltes souffrent, l'équilibre est rompu. Malgré sa taille, le python réticulé est vulnérable. La chasse illégale, la perte d'habitat et le trafic d'espèces sauvages constituent des menaces constantes. Dans de nombreuses régions d'Indonésie, leur nombre a diminué. Bien qu'elle ne soit pas officiellement menacée, sa présence à l'état sauvage devient de plus en plus rare. Ce n'est que dans les zones les plus reculées, où la jungle impose encore son silence, que l'on peut vivre dans une relative tranquillité. Là, loin du bruit humain, il poursuit sa routine ancestrale. Chasser sans être vu. Il rampe sans laisser de traces. Il se cache sous les troncs creux, parmi les feuilles mortes, près des cours d'eau. C'est un fantôme rampant, une ombre qui se glisse entre la vie et la mort. À mesure que la nuit s'épaissit, que les sons de la jungle deviennent plus aigus, sa présence devient plus dense. Non pas parce que c'est vu, mais parce que c'est ressenti. Parce que dans un coin sombre, il y a un corps qui se recroqueville. En attendant, qui écoute. Et quand le moment viendra, il attaquera. En Indonésie, où la jungle ne dort jamais, le python est une présence constante. Cela ne fait aucun bruit. Cela ne laisse aucune trace. Mais c'est toujours là. Vigilant. Silencieux. Mortel. Au large, la lumière du soleil perce la surface de la mer comme des lances liquides s'enfonçant dans un monde silencieux et chatoyant. Juste en dessous, parmi les coraux qui s'étendent comme des cathédrales vivantes, la vie se déploie sous toutes ses formes. Des poissons aux couleurs impossibles nagent parmi les anémones. Des tortues de mer flottent comme si elles dansaient, et des bancs entiers de sardines se déplacent à l'unisson, formant des nuages argentés en constante évolution. Mais quelque chose d'autre se déplace entre les fissures du récif. Quelque chose de plus rapide, de plus concentré. Sa silhouette est incomparable, nette, élégante, ancestrale. Un requin à pointe noire patrouille les bords du corail, tournant avec des mouvements précis, comme s'il traçait des lignes invisibles qui délimitent son territoire. Vous n'avez pas besoin de faire de publicité. Leur simple présence suffit à déclencher une réaction en chaîne. Les poissons se dispersent. Le silence devient plus dense. Ce requin, bien qu'il ne soit pas le plus grand ni le plus violent, représente parfaitement l'efficacité du prédateur marin. Son corps est agile et aérodynamique, dépassant rarement les 2 mètres de longueur, mais doté d'une musculature parfaite pour des attaques éclairs. Ses nageoires noires sont sa marque de fabrique, visible même de loin. Mais le plus impressionnant est la façon dont il s'intègre dans l'environnement. Un instant c'est là, l'instant d'après c'est parti. Il ne chasse pas par faim aveugle. Il le fait par nécessité et il le fait avec stratégie. Il se nourrit de petits poissons, de céphalopodes et de crustacés. Il rôde souvent sur les bords du récif où la profondeur change brusquement et où les courants entraînent des proies sans méfiance. Là, parmi les ombres et les colonnes de corail, il se cache et attend. Il peut se déplacer dans un silence total, en utilisant son système de détection sensorielle pour percevoir les impulsions électriques émises par tout organisme vivant. Rien n'échappe à leur radar biologique. On peut sentir le battement d'un cœur sous le sable, le frémissement d'un muscle parmi les coraux, le frémissement d'une nageoire dans l'obscurité. Lorsqu'il trouve sa cible, il agit avec une vitesse brutale. Il se précipite en avant en une fraction de seconde, mord et recule. Vous n'avez pas besoin d'une seconde chance. Les attaques sont brèves et efficaces. La victime a à peine le temps de réagir. Une bouchée, 2 au maximum. Puis le requin disparaît à nouveau dans l'immensité. Dans de nombreux cas, les détenus ne l'ont même pas vu venir, car ce chasseur n'impressionne pas par sa taille, mais par sa précision. Contrairement aux autres requins,
Le requin à pointe noire chasse généralement en petits groupes. Il se déplace aux côtés d'autres individus de sa propre espèce, profitant de la confusion et du travail d'équipe pour perturber les bancs de poissons. Cette technique est particulièrement utile tôt le matin ou au crépuscule, lorsque la lumière est plus faible et que les reflets sur l'eau rendent difficile la visualisation des proies. Mais ce n'est pas que de la chasse. Il y a aussi des moments de calme, de mouvements paisibles parmi les jardins sous-marins. Le requin patrouille son territoire comme une sentinelle perpétuelle. Il connaît tout. Chaque crevasse, chaque grotte, chaque recoin où un poisson blessé peut se cacher. Il le traverse non pas par routine, mais comme une réaffirmation de sa domination. Malgré sa réputation d'être redoutable, le requin à pointe noire représente rarement un réel danger pour les humains. Ils sont curieux, oui. Ils s'approchent, tournent autour des plongeurs, les examinant avec leur sens aiguisé. Mais ils attaquent rarement sans provocation. Ce qui peut sembler être une menace pour certains n'est en réalité qu'une simple recherche sur le requin. Leur monde est celui des instincts. Il ne déteste pas. Il n'a pas peur. Il suffit d'agir. Cependant, leur sort est menacé par une espèce qui agit avec excès, avec insouciance, avec cupidité. Les humains ont décimé des populations entières de requins pour leur viande, leurs ailerons ou simplement par peur. Les récifs, qui vibraient autrefois de sa présence, semblent désormais plus vides. Là où il y avait équilibre, il y a excès. Certains poissons grandissent de manière incontrôlable, d'autres disparaissent. Car dans l'écosystème marin, le requin n'est pas un monstre, c'est un régulateur, une pièce essentielle du puzzle. Les dommages ne sont pas seulement directs. La pollution, le tourisme incontrôlé et la destruction des récifs coralliens ont également un impact profond. Chaque ancre qui tombe sur un récif, chaque filet de pêche qui entraîne tout sur son passage, chaque déchet déversé dans l'océan affecte l'équilibre délicat qui a mis des millions d'années à s'établir. Il existe néanmoins des endroits où le requin à pointe noire persiste. Dans les parcs marins protégés, dans les sanctuaires côtiers où la pêche a été limitée et la plongée réglementée, il reprend ses patrouilles comme avant. Dans ces endroits, la nature respire un peu plus librement. Et sous l'eau, sa silhouette redevient forte. Le comportement de ces requins est aussi prévisible que fascinant. Ils reviennent au même lieu de chasse. Ils suivent des schémas migratoires subtils en fonction de la température de l'eau et de la présence de proies. Leurs petits naissent vivants, prêts à nager, à se cacher, à survivre dès le premier instant. Ils ne reçoivent aucun soin, il n'y a aucun lien parental, juste de l'instinct, et ça suffit. Les observer dans leur environnement, c'est comme regarder une ombre danser parmi les reflets à la surface. Il n'y a aucune maladresse, il n'y a aucune hésitation. Chaque mouvement a un but. Chaque tour fait partie d'une chorégraphie qui allie force, grâce et savoir. Ils possèdent l'eau, non pas par imposition, mais par droit naturel. Alors que le soleil commence à se coucher et que la surface devient dorée, les requins deviennent plus actifs. Le récif est transformé. Les couleurs changent, les sons s'atténuent, et les proies deviennent plus vulnérables. C'est le moment idéal pour chasser. Les requins se rapprochent du bord, se regroupent et accélèrent leurs mouvements. Au crépuscule, sa silhouette devient partie intégrante du paysage marin. Et puis, quand l'obscurité s'installe complètement, ils disparaissent à nouveau. Ils ne vont pas loin, ils se cachent simplement. Ils restent en mouvement, silencieux, alertes. Car en Indonésie, même sous la mer, les prédateurs ne se reposent jamais. Mais étonnamment, l'aube dans les forêts d'Indonésie ne commence pas avec la lumière, mais avec des sons. Avant que le premier rayon de soleil ne filtre à travers les feuilles géantes des palmiers et des figuiers étrangleurs, la jungle est remplie de murmures, de craquements imperceptibles et de courts appels qui semblent flotter dans l'air comme des avertissements à peine prononcés. À ce seuil entre la nuit et le jour, un type particulier de chasseur évolue. Celui qui n'a pas besoin de rugir, de courir ou d'attirer l'attention. Ce sont des prédateurs silencieux, maîtres de la furtivité et de la précision. Au bord d'une rivière peu profonde, où la végétation forme un mur dense qui cache même l'œil le plus attentif, une paire d'yeux jaunes s'ouvre silencieusement. Ils sont perchés sur une branche, presque imperceptible, parfaitement alignés avec l'environnement. Un hibou pêcheur s'est réveillé. Il n'a pas besoin de battre des ailes. Il incline légèrement la tête, scrutant l'eau comme s'il pouvait voir à travers.
La chouette pêcheuse de Blackiston, bien que surtout connue pour habiter les régions froides de l'Asie du Nord, a des proches parents qui dominent les écosystèmes tropicaux de l'Asie du Sud-Est. Ces oiseaux de proie nocturne ont une spécialisation peu commune parmi leurs pairs. Ils se nourrissent de poissons. Avec une patience digne du meilleur pêcheur humain, ils restent assis sur les branches pendant des heures, immobiles, attendant le moment exact où un poisson s'approche de la surface. Leurs jambes sont adaptées à cette tâche. Ils sont forts, épais et ont des griffes courbées et acérées comme des crochets. Au moindre éclair de lumière sous l'eau, ils se lancent avec une précision chirurgicale. Ils ne plongent pas complètement. Ces griffes pénètrent dans l'eau à la vitesse de l'éclair, attrapent le poisson et l'oiseau prend son envol sans s'arrêter. Le silence est absolu. Rien ne vient perturber le calme de la forêt, si ce n'est les éclaboussures d'une victime surprise. Ces oiseaux ne chassent pas par impulsion. Ils observent, analysent et mémorisent les endroits où la pêche est la plus abondante. Chaque arbre le long de la rivière peut être un point de vue, chaque bras mort un site d'alimentation possible. Et lorsqu'ils trouvent un endroit favorable, ils y reviennent nuit après nuit. Pendant ce temps, parmi les plus hautes branches de la canopée, un autre chasseur se cache, non pas du ciel, mais parmi les feuilles. Un serpent vert glisse lentement le long d'une branche étroite. Son corps est long et fin, couvert d'écailles qui reflètent à peine la lumière, prenant la couleur exacte de son environnement. Si vous ne le voyez pas bouger, il est impossible de le distinguer d'une simple vigne. Le serpent ne rampe pas comme ses parents terrestres. Il se déplace avec élégance, utilisant ses muscles pour épouser les contours des branches et avancer sans effort apparent. Leur cible n'est pas au sol, mais parmi les nids. Il chasse les jeunes oiseaux, les œufs et les petits mammifères qui s'aventurent trop loin de la sécurité du groupe. Son attaque est dévastatrice. Lorsque la proie est suffisamment proche, elle jette sa tête en avant dans un mouvement droit et rapide. Il enfonce ses crocs, injecte du venin, puis attend. Le venin n'est pas mortel pour les humains, mais il l'est pour ces petites proies. Cela paralyse, brise l'équilibre, arrête le rythme cardiaque. Une fois la victime immobilisée, le serpent l'avale en entier, la faisant glisser dans sa gorge avec de doux mouvements musculaires. Ensuite, il reste au même endroit, recroquevillé parmi les feuilles, se reposant pendant qu'il digère, devenant une autre partie du paysage. Ces serpents sont des maîtres du camouflage mais aussi du calcul. Ils ne chassent pas par instinct immédiat. Ils étudient, ils se souviennent. Ils apprennent les horaires des oiseaux, les points faibles des nids, les itinéraires empruntés par les chauves-souris et les petits rongeurs volants. Chaque attaque est le produit d'une analyse, d'une planification silencieuse. Les deux prédateurs, le hibou et le serpent, se croisent rarement. Ils habitent la même jungle mais opèrent sur des plans différents. L'un domine l'air, l'autre les coupe. Les deux partagent cependant la même philosophie, la chasse comme art et non comme spectacle, la patience comme arme, le silence comme avantage, et ils partagent également les mêmes menaces. La déforestation ne détruit pas seulement les arbres, il détruit les habitations, élimine les terrains de chasse stratégiques et perturbe les chaînes alimentaires qui permettent à ces espèces d'exister. Sans grands arbres, le hibou ne peut pas surveiller. Sans branches entrelacées, le serpent ne peut pas se cacher. Sans proie, les deux perdent leur raison d'être. De plus, leur style de chasse les rend particulièrement vulnérables aux interférences humaines. Les lumières artificielles désorientent les oiseaux nocturnes. Le bruit des moteurs fait fuir les animaux qui font partie de leur régime alimentaire. Une taille agressive élimine les couloirs d'arbres cruciaux pour les serpents. Et dans le cas des hiboux, beaucoup sont chassés par superstition ou par simple ignorance. Et pourtant, ils persistent. Dans les coins les plus intacts de la jungle, où les rivières coulent encore librement et où les arbres s'élèvent encore comme d'anciennes tours, ces créatures continuent leur danse silencieuse. La chouette revient chaque nuit sur sa branche préférée. Le serpent court à travers les arbres comme une ombre en apesanteur. La forêt les a façonnés pendant des millions d'années, et tant qu'un fragment de celle-ci restera debout, ils continueront d'être là, remplissant leur rôle. Lorsque les premières lueurs du jour commencent à filtrer à travers les feuilles, la chouette se cache dans l'obscurité d'une crevasse ou d'un tronc creux. Le serpent, rassasié, s'enroule entre deux branches, immobile. L'activité s'arrête. Le monde diurne prend le dessus. Mais lorsque le soleil se couche à nouveau,
Lorsque l'agitation des singes et des oiseaux chanteurs cède la place au bruissement subtil de la forêt endormie, ils se réveilleront à nouveau. Ils chasseront à nouveau. Ils revendiqueront à nouveau leur place parmi les prédateurs les plus discrets d'Indonésie. Au plus profond de la forêt tropicale, où les feuilles mortes craquent sous le poids de créatures invisibles et où l'air s'épaissit d'humidité et de phéromones, il existe un monde qui passe inaperçu pour la plupart. C'est un univers miniature où il n'y a pas de rugissement ni d'embuscade de grands félins, mais où chaque rencontre peut se terminer par la mort. Un royaume de chasse méticuleuse, de mouvements calculés, de violence silencieuse. Ici, les prédateurs ne pèsent pas plus de quelques grammes, mais leur létalité est absolue. Sur une branche basse, immobile comme une statue vivante, une mante religieuse veille patiemment. Son corps ressemble à une feuille verte, aux bords irréguliers qui simulent l'usure, se camouflant parfaitement parmi le feuillage. Ses pattes avant, repliées comme en prière, cachent un secret. Elles sont armées d'épines acérées, conçues pour attraper et maintenir fermement. Ses yeux composés scrutent l'environnement avec une précision mathématique. Rien n'échappe à votre champ de vision. Un petit insecte vole à proximité. Peut-être une mouche sans méfiance. La mante ne bouge pas. Attendez. Seules leurs antennes vibrent dans la brise, mesurant les distances. Et soudain, dans un mouvement si rapide que l'œil humain peut à peine le percevoir, ses jambes se précipitent vers l'avant, attrapent la cible et l'immobilisent. Il le tient dans ses griffes comme s'il l'étudiait, comme s'il l'évaluait. Puis, avec une lenteur inquiétante, il commence à le dévorer alors qu'il est encore en vie. La mante ne tue pas seulement pour se nourrir. Il en va de même dans le contexte de la reproduction. Lors de l'accouplement, la femelle la plus grande décapite souvent le mâle pendant la copulation. Il le fait sans colère, sans drame. C'est un acte naturel, froid et efficace. Le corps de l'homme continue de transmettre du sperme même après avoir perdu la tête. Leur sacrifice garantit la fécondation. Sa mort, un élan vers une vie nouvelle. Ce comportement, qui peut paraître cruel, s'inscrit dans une logique évolutive impeccable. Dans un environnement où chaque ressource compte, où l'énergie est limitée et la concurrence féroce, rien n'est gaspillé. La femelle obtient des nutriments supplémentaires. Plus il y a de descendants, plus les chances de succès sont grandes. Et le cycle continue. Mais la mante n'est pas la seule reine mortelle du microcosme tropical. À l'autre extrémité du spectre, plus agressif, plus inquiétant, apparaît le frelon géant asiatique. Avec un corps robuste et des couleurs d'avertissement, jaune vif et noir, cette créature impose le respect non pas en raison de sa taille, mais en raison de son attitude. Elle est infatigable, territoriale, méthodique. Et quand il se sent menacé, il attaque sans hésitation. Son dard long et courbé peut facilement pénétrer la peau de presque tous les animaux. La morsure n'est pas seulement douloureuse, elle injecte un cocktail de toxines qui peuvent provoquer une nécrose, une paralysie et, dans certains cas, la mort. Mais ce qui le rend réellement redoutable, ce n'est pas son venin, mais son organisation. Ces guêpes ne chassent pas au hasard. Ils sortent en patrouille. Ils traquent les ruches d'abeilles indigènes et lorsqu'ils les trouvent, ils lancent une offensive coordonnée. Une seule guêpe éclaireuse peut marquer une ruche avec des phéromones. Puis il revient avec des renforts. Les guêpes attaquent en groupe, décapitant les abeilles qui les défendent et pillant la ruche pour nourrir leurs larves avec la progéniture des abeilles. Ils le font avec une efficacité militaire. Il n'y a pas de chaos. Chaque individu sait ce qu'il doit faire. En quelques heures, une colonie entière peut être détruite. Pas pour la nourriture, mais pour la stratégie de reproduction. Leur objectif est de renforcer leur nid, d'assurer la survie de leur progéniture et de dominer le territoire. Contrairement aux mantes religieuses qui agissent seules, les guêpes fonctionnent comme un essaim conscient. Leur communication chimique est si précise qu'elle ressemble à de la télépathie. Un signal peut déclencher une réaction en chaîne. Une menace peut en mobiliser des dizaines. Une intrusion peut déclencher un massacre. Et pourtant, tous deux ont quelque chose en commun. Ils sont nécessaires. Les mantes religieuses contrôlent les populations d'insectes herbivores qui peuvent dévaster la végétation. Les guêpes régulent le nombre d'abeilles, de chenilles et d'autres petits insectes. Tous deux font partie d'un mécanisme invisible mais vital. Là où ils chassent, l'équilibre s'épanouit.
Son existence garantit que la forêt ne s'effondre pas sous le poids d'une seule espèce dominante. Mais cet équilibre est sur le point de s'effondrer. L'utilisation inconsidérée de pesticides a décimé les populations d'insectes dans toute l'Asie. Les mantes ne trouvent plus leurs proies aussi facilement. Les guêpes, ayant perdu leur source de nourriture naturelle, se rapprochent de plus en plus des zones urbaines où leur présence est perçue comme une menace immédiate. Ils sont persécutés, exterminés, incompris. Et pourtant ils continuent à chasser. Aux abords des champs cultivés, parmi les jardins bordant les villages, dans les forêts secondaires où subsistent encore quelques vieux arbres, ces chasseurs perpétuent leur tradition ancestrale. La mante attend, traque et agit, avec l'élégance d'un prédateur qui a survécu sans avoir besoin de trop évoluer. La guêpe survole son territoire avec l'arrogance de quelqu'un qui sait qu'il n'a pas de rival direct. Les deux reflètent un monde qui fonctionne selon des règles différentes. Un monde où la taille ne définit pas le danger. Là où le microscopique peut être plus mortel que le gigantesque. Là où l'art de tuer s'exécute avec discrétion, avec technique, sans spectacle. À la fin de la journée, lorsque la chaleur s'atténue et que la lumière dorée caresse les feuilles sous un angle bas, les sons de la forêt changent. Les oiseaux s'assombrissent, les mammifères cherchent un abri, les grands prédateurs se préparent pour la nuit. Mais sur les branches, sous les feuilles, entre les fissures des troncs, la chasse a déjà commencé. Silencieux, ininterrompu. À la lumière du petit matin, lorsque la brume commence à se lever de la cime des arbres et que les premiers rayons du soleil projettent une teinte dorée sur les eaux troubles de la mangrove, tout semble calme. La forêt, la mer, les montagnes. Tous les paysages baignent dans un silence trompeur, comme si, l'espace d'un instant, la nature expirait profondément et se taisait. Mais sous cette surface sereine, la vie continue son cycle éternel. Un cycle où chaque créature, grande ou petite, cherche sa place, défend son territoire et poursuit sa nourriture. Un cycle où la mort n'est pas une tragédie, mais fait partie d'un équilibre incassable. L'équilibre entre proie et prédateur. En Indonésie, cet équilibre s'exprime avec une beauté brutale. Un tigre se faufilant dans l'ombre, ne laissant aucune trace, à la recherche d'une proie solitaire. Un dragon de Komodo qui traque avec le calme de quelqu'un qui sait que la patience est son plus grand atout. Un python qui embrasse l'obscurité jusqu'au moment exact de l'attaque. Un requin tourbillonne comme une ombre liquide sur les bords du récif. Ils répondent tous au même appel, le besoin de se nourrir, de survivre, de maintenir une chaîne de vie tissée de fils invisibles. Mais cet équilibre n'est pas statique. Il est en mouvement constant. Chaque espèce joue un rôle spécifique, et si l'un de ces liens disparaît, tout le reste s'effondre. Si le concet disparaît, les herbivores se multiplient de manière incontrôlable et détruisent la végétation. Si l'aigle disparaît, les primates perdent leur principal régulateur naturel. Si les crocodiles abandonnent les rivières, d'autres espèces prennent leur place de manière aléatoire. Rien n'est isolé, tout est lié. Même les microprédateurs remplissent des fonctions essentielles. Les mantes religieuses empêchent les insectes destructeurs d'envahir les cultures. Les guêpes maintiennent à distance les populations qui pourraient devenir nuisibles. Les serpents arboricoles maintiennent l'équilibre délicat entre les espèces qui peuplent la cime des arbres. Dans le monde naturel, il n'y a pas de tueurs inutiles. Chaque prédateur est, par essence, un gardien. Le plus étonnant est que, malgré leur force, tous les chasseurs sauvages sont confrontés à des menaces bien plus grandes que n'importe quelle proie, l'impact humain. La déforestation continue de dévorer des milliers d'hectares de forêts tropicales chaque année. Les incendies allumés pour défricher les terres agricoles détruisent non seulement les arbres, mais aussi les habitations, les terriers, les nids et les voies de migration. Les routes traversent des corridors biologiques, séparant les troupeaux et isolant les populations. Les rivières polluées empoisonnent les poissons, les oiseaux et les amphibiens. Et derrière chaque action, il y a une conséquence silencieuse. Certains animaux parviennent à s'adapter. Ils changent leurs habitudes, modifient leurs horaires de chasse et explorent de nouveaux territoires. Mais d'autres ne le peuvent pas. Ils sont intimement liés à leur habitat d'origine et lorsqu'ils le perdent, ils perdent également leur place dans le monde. Les tigres qui s'approchent des villages ne le font pas par agressivité, mais par faim. Les crocodiles qui attaquent dans les zones touristiques ne le font pas pour le plaisir, mais parce que leurs rivières ont été envahies.
Les requins qui disparaissent le sont à cause d'une pêche aveugle, et non parce qu'ils abandonnent. Et pourtant, au milieu de cette tempête, la nature perdure. Il existe encore des endroits en Indonésie où la jungle est restée intacte, là où les volcans continuent de rugir au-dessus d'une couverture de jungle vierge, là où les récifs brillent encore des couleurs impossibles des coraux vivants, là où les hiboux chassent encore à l'aube et où les serpents rampent sans être vus. Des endroits où les prédateurs règnent encore sans permission. Là-bas, le rugissement d'un tigre n'est pas un danger, c'est une déclaration. Un rappel que la terre a sa propre voix. Le vol d'un aigle n'est pas une menace, c'est une danse ancienne qui a été perfectionnée au fil des ans. Même le bourdonnement d'une guêpe ou le craquement d'une branche au passage d'une menthe religieuse nous rappelle que le monde n'a pas été créé uniquement pour les humains. Dans cet équilibre silencieux, dans cette pulsation constante entre la mort et la vie, réside la vraie beauté. Pas dans le statique, pas dans l'artificiel, mais dans la danse perpétuelle entre ceux qui courent et ceux qui poursuivent, entre ceux qui traquent et ceux qui se cachent. Il n'y a ni justice ni injustice dans ce cycle. J'en ai juste besoin. Et c'est ce besoin qui fait que les prédateurs existent. Ni par méchanceté, ni par sadisme. Ils chassent parce qu'ils le doivent. Parce que leur existence dépend du maintien en vie d'une structure naturelle qui nous soutient tous, même si nous ne la voyons pas. En Indonésie, chaque arbre, chaque rocher, chaque goutte d'eau est connecté à ce réseau. Et chaque animal, du dragon au plus petit insecte, joue un rôle. Les protéger n'est donc pas seulement un acte de compassion, c'est un acte de survie collective. Car lorsque le dernier rugissement s'éteindra, lorsque la dernière ombre disparaîtra parmi les arbres, lorsque la mer deviendra silencieuse et que les branches ne trembleront plus au passage des chasseurs, ce ne sera pas seulement une espèce que nous aurons perdue, cela fera partie de nous. Une partie sauvage, une partie sage, une partie que, peut-être, nous ne pourrons jamais récupérer. Et ainsi, tandis que le soleil se lève sur les montagnes et que les bruits du jour remplacent les murmures de la nuit, la vie en Indonésie continue. Dans chaque recoin de l'archipel, quelque chose chasse, quelque chose fuit, quelque chose résiste. Car ici, comme nulle part ailleurs, la nature n'oublie pas qui est aux commandes. Et même si leurs gardiens marchent à quatre pattes, rampent ou volent parmi les nuages, leur message est clair. Ici, tout ce qui respire lutte pour rester en vie. Et dans ce combat, les prédateurs sont les premiers à nous rappeler que sans eux, la jungle n'est pas une jungle, la mer n'est pas la mer, et le monde cesse tout simplement de battre.